Donc, sans plus tarder, commençons notre webinaire sur la convergence des TITO. Évidemment, c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui est de plus en plus pressant et qui amène certaines incertitudes et certains risques au niveau des opérations. Donc, nous allons discuter aujourd'hui de ces risques, de qu'est-ce qui nous a amené à ce moment au niveau de l'industrie et comment on peut mieux améliorer notre posture en cybersécurité. Aujourd'hui, nous avons en fait deux conférenciers. Je suis ici surtout pour vous accueillir et pour supporter le Roger Ouellet, directeur de la pratique de sécurité chez Novipro, et Karim Ganami, qui est directeur de cybersécurité chez StreamScan. Mon nom est Francis, je suis directeur des ventes chez StreamScan. Donc, rapidement, une petite introduction à nos compagnies. Roger, si tu veux nous donner une intro pour Novipro, s'il te plaît. Merci, Francis. Encore une fois, merci à tout le monde d'être présent pour notre webinaire. Donc, Novipro a été fondé en 1993. Au début, le but, c'était d'accompagner les clients au niveau des besoins d'affaires. C'est pour ça qu'on faisait juste du mainframe. On était le seul revendeur mainframe au Québec. Depuis ce temps-là, naturellement, Novipro a beaucoup, beaucoup changé. On a trois divisions. On a une division qui est au niveau de la revente et l'intégration et l'accompagnement des clients. Donc, tout ce qui va dans le data center et comment communiquer avec le data center. Donc, on parle de réseautique, on parle de sécurité, mais aussi les infrastructures qui vont dans le data center, serveurs, stockage, l'ensemble de l'œuvre qui va là. On a une division ERP qui est du côté euh, manufacturier industriel. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a une connaissance au niveau de ce marché-là, parce qu'on est présent avec notre ERP dans la vente et la personnalisation pour chacun des clients. On a une division MSP, donc tout ce qui est service géré. On va héberger des environnements ou on va gérer les environnements chez les clients en tant que tel. Et donc, et on a aussi en fait une autre division qui est pour le recrutement. Donc, une compagnie qui aurait besoin de ressources pour un projet pointu ou quelqu'un permanent, on a un département pour le recrutement. Donc, on couvre l'ensemble des besoins d'affaires de l'entreprise. On essaie de ne pas être juste un revendeur, mais vraiment d'accompagner les clients avec les bonnes solutions en tant que tel. Et puis, la Novi Pro, depuis le début d'année, fait partie de la famille Nova Network. Ce qui fait qu'on est un des 10 plus gros fournisseurs de services TI au Canada avec plus de 1000 clients, plus de 450 employés, tonnes de certifications. Puis tantôt, quand j'ai parlé de ce qu'était Novipro, j'ai parlé du data center, puis comment accéder le data center. Nova nous apporte une petite couche de plus, une grosse couche de plus, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au endpoint. Nova est très fort dans le life cycle au niveau des endpoints, donc configuration, déploiement, remplacement, tout le cycle de vie des postes de travail en tant que tel et au niveau du helpdesk. Donc, avec Nova, on a plus de 70 partenaires et dont StreamScan. StreamScan, un de nos bons partenaires. Karine, tu pouvais nous en parler un peu? Merci Roger. Donc en fait pour un petit historique sur StreamScan, hein, donc nous on a fait depuis 2011. On est une compagnie de cybersécurité opérationnelle. Donc on est 100% dédié à la cybersécurité. On est spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité dans le domaine manufacturier, l'aérospatial, la défense. Puis on est très actif aussi en matière de réponse aux incidents. Donc il y a plusieurs compagnies, incluant des manufacturiers dans la région de Montréal, mais un peu partout aussi, qui se font hacker, des cas de ransomware ou des cas d'intrusion quelconque qui nous appellent pour qu'on vienne les aider à gérer l'incident de bout en bout. Donc on connaît la réalité de ce type d'environnement, c'est quoi les faiblesses qu'elles ont, c'est quoi les avantages qu'elles ont. Et ça nous permet quelque part de venir renforcer la sécurité de ces environnements-là de manière optimale. Donc, on a aussi une équipe de surveillance 24 heures sur 24 de la sécurité des réseaux. Comme on le dit, ben, lorsque vous déployez des outils, si vous ne les surveillez pas, alors que les outils génèrent des alertes, il n'y a rien qui est fait à un moment donné, vous allez finir par vous faire hacker. Donc, c'est cette partie opérationnelle-là que nous, on apporte en matière de cybersécurité. Puis, on collabore avec Novipro pour qu'en toute synergie, on soit en mesure d'aider les compagnies à renforcer la sécurité de leurs organisations. Excellent. Merci, messieurs. Mais en tout cas, on est en bonne compagnie aujourd'hui pour discuter du sujet
devant nous. Donc, rapidement, on va regarder un petit peu les risques, la convergence des TI et TO. Peut-être donner une petite historique de comment on est arrivé à ce moment-ci. Identifier les angles morts au niveau de la cybersécurité industrielle, comment on peut améliorer également cette surveillance-là et structurer tout ce qui est, comme Karim le mentionnait il y a un moment, la réponse aux incidents qui est adaptée à ce niveau-là parce que on sait que c'est pas si on va se faire hacker, c'est un jour, c'est quand on va se faire hacker et d'être le mieux préparé possible pour pouvoir réagir et de revenir rapidement là, productif. Donc, Roger, si tu veux commencer, si tu veux, avec un petit peu une mise en contexte au niveau de la convergence. Oui, ben en fait, l'idée, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle du OT, l'histoire au niveau de l'industrie en tant que telle, pourquoi qu'on en est rendu là aujourd'hui. Donc, si on parle d'industrie 1.0, qui est la mécanisation qui a été commencée, on parle dans le 18e siècle, euh, si on cherche une image, le train à vapeur. Le train à vapeur a été la pierre angulaire pour tout ce qui était mécanisation parce que la vapeur devenait le moteur, la force, la puissance pour faire travailler. Donc, les usines qui avaient commencé à se bâtir, ben, la horsepower, c'était la vapeur. Donc, ensuite de ça, l'évolution qu'on a eue par rapport à ça, c'est l'industrie 2.0, qui est l'électricité et la production de masse. Euh, donc, l'électricité a permis de créer des moteurs et les moteurs en tant que tels permettaient bon, justement d'être plus productifs, de bâtir des chaînes de montage. En fait, les chaînes de montage ont été rendues popularisées finalement là, par Henry Ford. Donc, le fameux véhicule Ford, ben, la chaîne de montage, c'est pas mal Henry Ford qui a popularisé ça dans l'industrie 2.0. Après ça, l'industrie 3.0, l'automatisation, informatisation, fin 20e siècle, 1970, 1975, c'est là qu'on va parler d'automatisation, on va parler de PLC, on va parler de SCADA, de CNC. Euh, Ces équipements-là sont arrivés, ont permis ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de la machinerie. Donc, mais gardez en tête, on parle de 1970, 1975. Les machines qui sont été déployées à ce moment-là, c'était fait pour être dans une bulle fermée. Bon, ça fonctionnait, c'était beau, c'était cool. Maintenant, le directeur des opérations ou la direction, maintenant c'est bien le fun, là, ça va bien, j'ai de la belle machinerie, je produis, c'est correct, j'ai pas de visibilité en temps réel, comment je fais pour optimiser, comment je fais pour optimiser mes processus, comment je fais pour améliorer et prévoir les maintenances que j'ai à faire, comment je fais pour m'assurer de la qualité de mon produit, mais en temps réel. Gérer, tu sais, au Québec, on est chanceux, l'énergie, c'est pas trop un problème. Ça va finir par l'être. Mais dans d'autres pays où ce que l'énergie coûte une fortune, ben, tu veux optimiser tes processus puis toute l'utilisation que tu vas avoir au niveau de l'énergie. Fait que tout ça fait en sorte que ce serait le fun si je ferais, comment je pourrais faire ça? Et qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait l'industrie 4.0. Donc, on va parler du IoT, on va parler des usines intelligentes, du AI. Puis là, on dit IoT, mais en fait, c'est plus du IIoT, là, l'Industrial Internet of Things, qui est rentré, qui nous permet d'avoir justement le processus, d'optimiser nos processus, d'avoir une visibilité en temps réel. Cette partie-là, c'est là qu'on en est rendu. Puis même, je te dirais qu'aujourd'hui, on parle de l'industrie 5.0, que là, parce que dans le 4.0, puis avant, c'était machine, 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 puis machine. Quand on se retrouve dans 5.0, ben, on veut ramener l'humain dans le process, mais aussi on va amener du green, ça doit être écologique, penser à la durabilité, à l'environnement alentour, au lieu d'être juste hey, je fais de la boucane puis ça marche. Je suis content. Donc là, on est arrivé avec l'industrie 5.0 qui est rentrée en jeu en tant que tel. Fait que c'est un peu l'historique. Puis tout ça fait en sorte que écoute, on a des opérations qui ont le système, qui ont leurs priorités, leurs données, puis on a les affaires qui ont le système, qui ont les données. Les affaires sont par les TI, puis les opérations, c'est des TO. Et là, il faut s'assurer que ça travaille ensemble. Pour faire que ça travaille ensemble, parce que si je veux avoir du temps réel,
et je vais avoir de la visibilité, ça veut dire qu'il faut que je fasse de la convergence, il faut que je parle ensemble. Donc, on va parler de gouvernance, on va parler de stratégie, de sécurité, architecture, composante, mais en étant idéalement et autant que possible commun, travailler ensemble pour le réaliser en tant que tel. Ce qui fait, mais ça nous amène quand même des pas pires défis. Pour réaliser tout ça, il y a beaucoup de composantes dans la chaîne de valeur. Donc, les composantes, ça va être des sources de données, ça peut être les équipements, justement, les PLC, les sensors, les IoT, le ERP. Donc, tu as un paquet d'éléments qui vont t'amener une source de données. Après ça, tu as un paquet d'éléments que tu dois capturer ces données-là. Donc, des SCADA, les protocoles en tant que tels qui vont te permettre de communiquer. Tu vas avoir les fichiers Excel. Donc, tu dois capturer tes sources de données, stocker ça quelque part, donc que ce soit local, dans le cloud ou une base de données, le traiter pour avoir une visibilité, puis après ça, ben, avoir tes résultats. C'est un paquet de composantes qui viennent du côté TI, qui viennent du côté industriel, opération, mais qui doivent parler ensemble comme ça. Ça, c'est un pas pire défi. Donc, pourquoi qu'on se retrouve à discuter de ça? En fait, paquet de composantes qui doivent se parler, des composantes qui sont gérées par les TI, des composantes qui sont gérées par des TO. Les deux ont des objectifs, puis qui peuvent être différents l'un de l'autre en tant que tel. Puis chacun va voir le risque selon leur vision et eux autres. Donc, tout le monde est isolé dans le petit coin, puis moi j'ai mes risques, toi tu as tes risques, puis c'est comme ça. Puis la sécurité va être perçue comme un obstacle, si on veut. Puis c'est la même chose dans les TI. Il y a un concept au niveau des TI, ce qu'on va parler de faire un shift left. Shift left, ça veut dire que tu prends ton projet de sécurité, tu as un projet. Tu prends ta sécurité, tu l'amènes au début du projet, quand tu commences ton projet, puis tout le long du développement du projet, ta sécurité est impliquée. Fait que quand tu arrives pour mettre un go, ben, ta sécurité n'est pas un showstopper parce que tu y as pensé tout le long. C'est le même principe au niveau des TO. Si tu es, En ce moment, il y a comme un mix parce que quand tu arrives au niveau des opérations, la machine existe. Donc, tu arrives en sécurité après, mais en même temps, tu arrives avant parce que tu veux avoir de l'optimisation, tu veux brancher ta machine sur les TI ou toute autre source d'outils. Donc, si tu l'invites là, quand c'est le temps de commencer à penser à ce projet-là, ta sécurité ne sera pas perturbatrice. Si tu l'amènes, hey, je suis rendu, puis il faut que je mette la switch on, ben là, oui, tu vas avoir un défi parce que les TI ont un objectif, toi, tu as un objectif, ils sont différents. Tu n'as pas travaillé ensemble. Donc, c'est ça qui est important. Donc, après ça, la convergence, c'est pas nouveau, là, tu sais. Elle existe depuis déjà longtemps. Euh, Tu sais, tu as ta machinerie, ton SCADA, ton PLC, ta machine en tant que telle, tu as quelqu'un qui va faire de la maintenance dessus. Bon, la maintenance va être faite par, mettons, ça du Rockwell. Si Rockwell va faire sa maintenance, il se branche à distance. TI ne sont pas impliqués. Parce que le gars des opérations, il a donné quelque chose, puis il a une façon de rentrer. Après ça, tu vas où? Si tu es chanceux, il a demandé au TI. Puis souvent, ben, les systèmes vont quand même envoyer des informations au niveau du cloud, du ERP, ces choses-là. Elle est là, c'est juste qu'elle n'a été pas encadrée, cette convergence-là. Puis aujourd'hui, on se rend compte des défis. Il y a beaucoup de défis. Tu sais, le gars, je reviens à mon gars le gars de Rockwell qui fait la maintenance. Il arrive avec son laptop dans l'usine, il vient se brancher pour faire la maintenance à la machine. Il était où la veille, le gars, avec son laptop? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Tu sais, s'il arrive avec son laptop, puis la veille, il était dans un environnement qui était insécure, ou chez eux, ou quoi que ce soit, puis il se fait infecter, il arrive dans l'usine, branche ça sur le réseau, met la production en terre. La convergence existe, il faut juste l'encadrer. Il faut embarquer, il faut travailler ensemble, il faut être des équipes pour travailler là-dessus. Karim, qu'est-ce que tu en penses? Bon, en fait, comme je le disais, en fait, on a travaillé sur beaucoup de projets de rehaussement de la sécurité des environnements de type OT, hein. Donc, effectivement, comme le dit Roger, c'est une dynamique assez complexe là. Puis, évidemment, les équipes vont faire face à quand même un dilemme, hein. D'un côté,
on a en général la cybersécurité qui est gérée par les équipes TI. Donc, la cybersécurité de manière naturelle, elle est dérivée des TI. Donc, on se rend compte que dans les organisations, les équipes de cybersécurité, tant au niveau de la surveillance que de l'application des règles, sont beaucoup plus spécialisées en tout ce qui est technologie de TI. Pour les TO, c'est un peu plus complexe. Donc, là, lorsque les équipes ont tendance à gérer la sécurité, on a toujours tendance à le voir d'un point de vue IT. On s'est dit, par exemple, on trouve des vulnérabilités de sécurité qui sont critiques. Le réflexe immédiat, c'est de dire on applique des patchs de sécurité, alors que ça ne marche pas comme ça dans les OT. Les OT, on déploie des systèmes dont la durée de vie est de 15, 20 ans, sinon plus. On sait qu'il y a des vulnérabilités là-dessus, mais on ne les touche pas parce que le plus important, c'est la disponibilité des opérations. Donc, lorsqu'on est face à ce genre de cas et que l'équipe TI ne perçoit pas, du moins ça, la problématique de l'application des correctifs comme étant un problème, pour les équipes d'opération, ça devient quasiment un risque opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est une bonne idée de l'appliquer le patch ou pas? Mais paradoxalement aussi, si je n'applique pas de patch de sécurité, ce qui arrive, c'est que plus le temps passe, plus mon environnement a plusieurs vulnérabilités. Puis à un moment donné, ben, cette vulnérabilité-là peut être exploitée par un pirate pour prendre le contrôle du réseau. Donc là, il y a vraiment un travail à faire, que les deux équipes OT et IT s'assoient ensemble puis qu'on définisse une stratégie, une vision qui est beaucoup plus claire, qui prend en compte non seulement la sécurité des OT, mais aussi des TI, sans que l'un devienne forcément bloquant pour l'autre. Effectivement, puis dans le fond, quand tu penses à tes machineries, tu disais les machineries qui datent depuis 20 ans, ces choses-là, c'est pas rare de se retrouver avec des environnements où tu as des XP qui gèrent une machine, là. Un Windows XP, mais tu peux pas la remplacer, tu peux pas l'updater, faut juste que tu vives avec. Fait que faut que tu Absolument. travailles alentour. Tout à fait. Donc, quand on regarde au niveau des menaces dans l'écosystème des manufacturiers en général, il y a des attaques qui reviennent qui sont généralistes à toutes les compagnies, mais le contexte manufacturier vient avec de nouveaux risques. Donc, par rapport aux différents types d'attaques, on fait plusieurs cas de réponse aux incidents. Puis, lorsqu'on fait les investigations, on se rend compte qu'en général, les attaques viennent principalement de certains facteurs. Premier, c'est le cas d'hameçonnage. Malheureusement, ce qu'on observe dans le domaine manufacturier, c'est que la sensibilisation des utilisateurs n'est pas une pratique qui est courante. Certaines compagnies manufacturières nous disent on le fait une fois par année, certaines ben, on l'a fait l'année dernière ou on l'a fait il y a 2 ans. Ça fait en sorte que les employés ne sont pas forcément à jour en termes de risques de sécurité qui peuvent les impacter. Donc malheureusement, un utilisateur peut recevoir un courriel qui ressemble à un courriel d'hameçonnage, mais il n'est pas trop sûr. Il clique là-dessus. Il y a un code malicieux qui s'exécute parce que, ben, évidemment, il y a un document Word ou PDF à ouvrir. On clique là-dessus. Puis, il y a un code qui s'exécute sur la machine, qui scanne le réseau, qui tombe sur des vulnérabilités, ça se propage et puis ça devient un cas d'attaque. Donc, l'hameçonnage est aujourd'hui l'un des éléments qui est clé. Si on veut réduire les risques de sécurité dans le côté manufacturier, on va mettre l'accent sur la partie sensibilisation des utilisateurs pour faire en sorte que les employés soient très sensibles aux questions d'hameçonnage et puis qu'ils prennent les bonnes actions pour réduire les risques. On parle ici dans les attaques, hein, quand on fait les investigations, on se rend compte qu'autour de 90% des attaques viennent, on va dire, des cas d'hameçonnage. Ce que j'aime D'autres, là, ce que j'aime là-dedans, excuse-moi, c'est, on pense que les TI et les TO, c'est différent. Les TI, c'est la base de, de former les gens sur l'hameçonnage. C'est la même absolument. chose. Exactement la même chose. Et aussi, l'autre, à part l'hameçonnage, les autres cas qu'on va avoir, c'est les questions d'accès à distance, surtout le VPN. Aujourd'hui, on voit que plusieurs compagnies ont déployé le VPN, ça fonctionne. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, surtout dans le domaine manufacturier, il n'y a pas d'authentification MFA. Donc, c'est très facile aujourd'hui à partir des outils qui existent, qui sont d'ailleurs open source. On les prend, on scanne Internet, on découvre les systèmes. Puis, si vous avez un serveur VPN dans votre réseau, le pirate va le découvrir. Quand il le découvre, ils vont utiliser des petits outils qui sont facilement accessibles, qu'on appelle les outils d'attaque de type brute force, qui vont essayer de générer de manière aléatoire des noms utilisateurs de mots de passe dans votre réseau. Puis, ça prend le temps que ça prend. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, sinon plus. Ça génère des mots de passe de manière aléatoire en espérant en avoir un qui est valide dans votre réseau. Donc, si le pirate l'essaie, à un moment donné, il arrive à prendre le contrôle d'un compte qui existe dans votre réseau, il se connecte à votre réseau, il a tout le temps ensuite. Il observe dans votre réseau quelle machine parle à quelle machine, puis ensuite, il va découvrir vos équipements,
Puis ça va être facile pour lui dans certains contextes où, par exemple, les questions de renforcement de la sécurité n'est pas tout à fait bien faites. Il découvre les équipements, puis quand il a accès à des équipements de type OT, par exemple, il va essayer de les attaquer. J'ai même vu un scénario où, en fait, la compagnie a déployé un système, cette technologie d'opération. Les manuels de cette technologie déployée il a été disponible sur Internet gratuitement en téléchargement. Il y avait un autre qui était un mot de passe par défaut et la compagnie n'a pas changé le mot de passe par défaut. Donc, le pirate rentre dans le réseau via une attaque VPN. Il identifie des équipements. Son premier réflexe, c'est d'aller regarder est-ce qu'il y a de la documentation gratuite sur Internet. Il tombe sur le mot de passe par défaut, il les essaye et puis il arrive à prendre le contrôle d'un équipement de ce genre. Tout ça parce que lorsqu'on a déployé l'accès VPN, malheureusement, il n'y a pas eu d'authentification multifacteur qui a été mis en place pour éviter qu'il ait un accès à votre réseau. Autre chose qu'on va observer aussi dans ce contexte manufacturier, on déploie le réseau, ça fonctionne, on connecte les systèmes, mais il n'y a pas de segmentation du réseau. La notion de réduction de la surface d'attaque n'est pas quelque chose qui est pratique. C'est lorsqu'on vit un incident qu'on a tendance à se dire, ah, ça n'a pas d'allure et tout, on va apporter les corrections. Donc, globalement, dans les bonnes pratiques, quand on déploie un réseau manufacturier, on va segmenter, il va y avoir des segments, les serveurs vont être dans une zone, les technologies d'opération une autre, puis les postes de travail dans une zone. On va renforcer la sécurité de telle sorte que si par malheur, quelqu'un rentre dans le réseau, ben, cette personne ne puisse pas découvrir toutes les machines pour les attaquer. Mais cette pratique-là, elle est encore difficile à assimiler au niveau des équipes d'opération, alors qu'elle pourrait permettre quelque part aussi de réduire fortement les risques d'escalade de propagation des, des intrusions dans les environnements, on va dire, manufacturiers. Donc ici, ce qu'il faut retenir, comme disait Roger tout à l'heure, hein, il y a les attaques au niveau des OT vont venir très très souvent de la partie TI. Ça va exploiter une vulnérabilité TI. Soit c'est un accès à distance qui est disponible sur Internet, ou une faille quelconque qui est liée à l'hameçonnage, ou une intrusion quelque part qui permet d'escalader cette attaque. Par contre, les impacts sont très majeurs. Donc, l'arrêt des lignes de production, par exemple, c'est quelque chose qui va avoir un impact qui est très, très fort au niveau OT. Au niveau TI, par exemple, ça peut être juste le réseau n'est pas disponible, mais au niveau OT, les impacts sont très, très importants. Donc, il faut en tenir compte. Puis, les incidents ne vont pas être gérés de la même manière parce que, évidemment, lorsque vous avez un cas, par exemple, d'une ligne de production qui se fait perturber par une opération, prenons le cas, par exemple, du domaine alimentaire, ben, vous avez déjà des aliments qui sont déjà fabriqués, puis vous avez une cyberattaque qui arrête, par exemple, le système de refroidissement, puis là, ça peut créer de gros impacts. Au niveau, par exemple, dans le contexte minier, souvent, on a des gens qui sont dans les mines en mode souterrain. Puis lorsque vous avez le système de ventilation qui se fait arrêter parce qu'il y a une cyberattaque qui impacte fortement toutes ces lignes-là, ça peut avoir des impacts qui peuvent aller jusqu'à la perte de vie humaine. C'est des choses qu'on aimerait éviter. Donc, en termes d'impact, c'est pas pareil. Donc, puisque les attaques de manière globale vont venir de l'environnement TI, il devient très important d'avoir un recul en matière de prise en compte de l'environnement global de la sécurité, puis de se dire, même si c'est des TI, l'impact est peut-être majeur, puis par conséquent, il va falloir qu'on arrive à changer le paradigme et qu'il y ait par exemple une certaine synergie entre les équipes TI et les équipes TO pour que les gens se disent, ben, tiens, même si au final on a l'impression que c'est un risque TI, mais puisque l'impact est opérationnel, quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en place pour assurer de manière globale la disponibilité de tout cet environnement-là. Donc, ça fait le lien direct ici, hein. Je pense qu'en termes de coûts, c'est clair que les coûts des arrêts au niveau des équipements TI sont très, très élevés. Ce qui fait aujourd'hui que les pirates aussi, ils comprennent. Souvent, on le dit, lorsqu'on parle avec les compagnies en termes de renforcement de la sécurité, l'une des questions que je les pose souvent, c'est est-ce que vous savez actuellement chez vous, qu'est-ce que vous avez qui a de la valeur, qui a de l'intérêt pour un pirate? Souvent, on ne le sait pas. Mais les pirates font de l'analyse de marché aussi comme les compagnies. Ils savent que les environnements manufacturés sont des environnements qui sont attrayants pour la simple raison que vous avez des systèmes qui sont très importants et qu'un arrêt de production peut avoir des impacts qui sont majeurs. Donc, ils savent. Puis, ils connaissent aussi la réalité. Ils se documentent, ils lisent la documentation qui sont publiées par des compagnies de cybersécurité ou même dans le domaine manufacturier. Ils savent que c'est des environnements où on va trouver de vieux systèmes. On a des systèmes XP, on a des systèmes Windows 2008, on a même des systèmes dont il est impossible de pouvoir installer un antivirus là-dessus. On en voit assez souvent où on dit le système est tellement vieux qu'il n'y a pas d'antivirus. Les pirates, ils le savent. Ils savent qu'il y a des connexions VPN qui sont mal sécurisées. Puis, ils savent que le fait que vos lignes, l'arrêt de vos lignes crée beaucoup de pression en termes d'indisponibilité du système, ils se disent, ben, si on les attaque, puis on les compromet, il y a de fortes chances que ces manufacturiers-là s'assoient et puis qu'ils essaient de négocier pour payer une rançon. C'est ce qui les intéresse, juste le gain financier. Donc, le fait aussi qu'il y a ça qui est, ces différents éléments qui sont mis en place, fait en sorte que ben, vous devenez une cible qui est facile. Ça fait en sorte que ben, les pirates
plutôt que d'attaquer, par exemple, une compagnie dans le domaine du développement logiciel, va avoir tendance à attaquer les compagnies dans le domaine manufacturier parce qu'il pense que c'est là qu'il va aller faire son meilleur gain. Ouais. Et ce que j'ai remarqué aussi, je suis pas sûr que tu as remarqué ça toi aussi, mais quand tu te retrouves dans des environnements qui ont été déployés depuis longtemps, qui ont des sensors qui sont là, euh, ben, là, plusieurs années, tu mettais le sensor, tu ne changeais pas le password ni le mot de passe, tu ne changeais rien, là, tu sais, c'était bon, je l'ai déployé, il marche, c'est beau, c'est correct. Ouais. Tu te retrouves, puis tu sais, tu écoutes le réseau, tu vas te retrouver à voir, ah, c'est telle machine, puis tel mot de passe, puis tel user, puis c'est en clear text sur le réseau. Tellement que c'est vieux, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu veux de plus facile à attaquer? Donc, en termes de convergence hein, dans le domaine de TIOT, l'un des challenges aussi qu'on va avoir aussi, c'est les gens ne se parlent pas beaucoup. Hein. Donc, les opérations veulent que ça fonctionne, les équipes TI, par manque aussi de maîtrise aussi de l'environnement des OT, préfèrent ne pas trop s'en mêler. Donc, ça crée une certaine dualité où quelque part, ça crée des soucis là, qui peuvent favoriser un piratage. Donc ici, la clé, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans une dynamique de convergence, d'avoir la visibilité. En matière de cybersécurité, on dit la visibilité, c'est la clé. Vous ne pouvez pas vous protéger contre ce que vous ne voyez pas. Donc s'il y a des angles morts dans votre réseau, évidemment, ben, l'angle mort pourrait être exploité pour commettre, par exemple, des intrusions dans les réseaux. J'ai déjà vu, par exemple, des cas où une compagnie au niveau des technologies d'opération déploie des outils d'accès à distance. La compagnie, de manière globale, a un VPN qui est bien sécurisé dans ce cas-ci, avec du MFA en place. Mais pour les technologies d'opération, pour diverses raisons, il y a une compagnie à l'extérieur qui fait de la maintenance, qui a besoin d'avoir accès à distance, et puis on l'installe TeamViewer ou AnyDesk sur les machines, puis ça bypass toutes ces règles de sécurité qui sont déjà en place. Puis l'équipe TI n'est pas au courant. Donc, on met l'accent, on pense que le réseau est bien sécurisé, alors qu'en réalité, derrière, il y a des failles qui permettent, par exemple, de prendre le contrôle du réseau. Donc, avoir la visibilité globale 360 degrés sur tout ce périmètre-là, déterminer est-ce qu'on a bien fait les choses, est-ce que les méthodes qu'on utilise permettent de renforcer la sécurité du réseau, ça, c'est les choses qui vont être importantes. Aussi, au niveau de la détection. Donc, l'idée ici, dans ce contexte-là, c'est de mettre beaucoup l'accent sur tout ce qui est prévention. Donc, plutôt que d'attendre qu'il ait le problème, on va faire de la surveillance proactive. On va s'assurer d'identifier les problèmes en amont, de gérer la sécurité du réseau en continu, d'apporter de l'amélioration pour réduire les risques qu'il y ait de compromission dans le réseau. Puis, dans le pire des cas, comme le disait Francis, ben, un jour ou l'autre, il peut y avoir un cas de piratage. S'il y a un cas de piratage, comment on fait pour agir? Alors qu'on est dans un contexte où IT-OT, on applique des règles de protection qui sont différentes. Au niveau IT, par exemple, un système qui se fait compromettre, premier réflexe, je déconnecte la machine du réseau. Alors qu'au niveau OT, ben, je peux voir un système qui se fait attaquer. Je pense que si je fais rien, ça va conduire à un gros problème, mais je ne peux pas arrêter le système en question parce que si je l'arrête, c'est toute la ligne de production qui s'arrête et puis c'est une grosse perte. Donc, je vais quand même laisser le système en fonctionnement, mais mettre en place des règles de sécurité qui vont être, on va dire, de manière beaucoup plus smooth. Je vais mettre en place des mesures compensatoires ou des mesures de contournement pour renforcer la sécurité de l'équipement sans être obligé littéralement de l'arrêter. Donc, il faut voir les choses des deux côtés, les deux angles, puis de voir comment on peut apporter une certaine, des méthodes de confinement qui sont beaucoup plus efficaces dans les deux, sans quelque part être obligé d'avoir le premier réflexe qui est d'arrêter les différents équipements. Donc, en cas d'incident, il faut qu'il y ait de la coordination. Faut pas, en général, dans les compagnies, lorsqu'on applique les règles TI, on a un plan de réponse aux incidents qui est bien documenté, on le déroule pas à pas. Mais dans un contexte où on a IT-OT, il faut qu'il y ait une collaboration, il faut qu'on définisse de manière claire qu'est-ce qui pourrait être arrêté versus qu'est-ce qu'on ne pourra pas du tout toucher, même s'il y a un problème, puis qu'on ait une entente là-dessus, de telle sorte qu'en cas de problème, les deux équipes s'assoient ensemble. C'est pour ça justement qu'on a la règle qui veut que avant d'arrêter un système ou de prendre action là-dessus, il faut demander au propriétaire du système en question, est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Donc, ne jamais prendre la décision de déconnecter des équipements OT sans avoir l'autorisation formelle des propriétaires des systèmes. Ça va éviter de se retrouver dans une situation où on a des arrêts de systèmes qui sont considérés comme étant très, très critiques dans le réseau. Je trouve ça super intéressant de voir la différence de réaction qu'on doit avoir sur un incident sur les TI versus les TO. C'est fascinant de voir que tu peux pas juste dire, ah, j'arrête ça. Donc, ça- Puis bon, tu parles des éléments pour sécuriser ces choses-là. C'est une des méthodologies qu'on va voir au niveau de la sécurité du TO, c'est le IEC 62443, qui est un framework. NIST en a un, SANS en a un. C'est celui qu'on travaille le plus.
Un qu'on n'a pas mis là-dedans, mais tantôt tu faisais référence à la ségrégation. Là, c'est le purview qu'on va mettre les différents niveaux pour ségréguer le réseau, ce qu'est la machine versus l'opérateur. Mais si on vient au 62443, si on regarde à gauche, on va voir que tu as autorisation, disponibilité, confidentialité, accessibilité, intégrité et authentification. Les 6 blocs du 62443. Le triangle dans le milieu, dans le fond, c'est l'épine dorsale de la cybersécurité. Là, ce qu'on apprend au début, quand tu commences à travailler en cybersécurité, on va te parler de la CIA, confidentialité, intégrité, availabilité. Ces trois éléments-là sont dans le 62443. Tantôt, tu sais, Karim a parlé de former les gens en cybersécurité pour l'hameçonnage. Même principe en TI. C'est pour vous démontrer que ce qu'on fait au niveau du 62443 puis ce qu'on fait en TI, il y a une grosse similitude. Tu sais. Sont pas, le 62443, les frameworks de sécurité qu'on va mettre industriels, c'est pas parti de nulle part. Il y a quelque chose qui existait avant en TI, puis c'est bâti avec, donc ça permet de travailler en collaboration, de travailler ensemble et de bâtir des architectures et des composantes que tout le monde puisse travailler à sécuriser l'entreprise. Parce que le but, c'est pas juste les TO, c'est l'entreprise. Tu es une compagnie manufacturière qui est attaquée puis que les systèmes tombent, ben c'est la pérennité de l'entreprise qui est à risque. Tu sais, parce que ça va coûter cher. Si c'est des chaînes de production qui sont down puis tu as des contrats, euh, une cimenterie, n'importe quoi, tes cuves peuvent être juste finies, scrappées, ça peut te coûter des millions à repartir, là, sans considérer l'informatique qui est probablement down aussi. Donc, l'idée de tout ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui travaille ensemble, c'est commun, puis on peut travailler ensemble, justement. Et autre chose que je pourrais rajouter aussi, c'est la plupart du temps, dans les équipes de cybersécurité, on va utiliser des bonnes pratiques telles que ISO 27001 ou CIS Sécurité ou le NIS et tout. C'est des cas de gouvernance qui, certes, fonctionnent bien, mais c'est adapté au contexte des TI. Lorsqu'on Mhm. parle dans le domaine OT et tout, c'est complètement différent. C'est là que le IEC 62443 doit pouvoir être appliqué. Donc, je Mhm. m'attends à ce qu'une compagnie qui veut mettre en place sa stratégie en matière de cybersécurité, ces types d'environnement-là, s'appuie sur deux cas de référence qu'ils vont mettre ensemble pour sortir le plan global de sécurité de la compagnie. Exact, effectivement. Puis comme dans les TI, la visibilité, c'est une fondation, c'est le salaire. Il faut que tu sois capable de voir ce qui se passe sur ton réseau. Qui est connecté sur ton réseau? Qui parle à qui? Être capable. Donc, tu peux voir la machinerie, elle parle avec le serveur, elle parle avec le cloud. Les IoT, tu sais, les IIoT en tant que tels, ils ont des communications qui sont là, c'est des sensors qui vont envoyer des valeurs. Puis comme je parlais tantôt, j'en ai vu en masse que ce qui passait sur le réseau, c'est en clear text. Là. Donc, faut comprendre à qui parle, pourquoi il parle, puis comment il parle, puis la raison d'eux. Donc, ça nous permet d'établir un cadre de référence. Voici ce qui est normal. En dehors de ça, c'est anormal, il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut bloquer, donc il faut être capable de comprendre ça. Puis ça permet de prendre ce qui est théorique, puis ce qui se passe vraiment sur le système, là, puis de joindre ça, puis de travailler pour arriver à sécuriser ça. Mais la visibilité, comme en TI, si tu ne vois pas ce qui se passe, t'en vas pas bien. Puis si tu es dans les TO, même principe. Faut être capable de voir ce qui se passe. Donc, Karim, tantôt tu parlais des limites au niveau du réponse à l'incident, mais les objectifs opérationnels. Ben, en fait, ici, c'est que je constate, c'est que souvent, les équipes TI, les gens de cybersécurité sont très, très souvent spécialisé en TI. Et puis quand ils parlent aux opérations, souvent c'est un peu compliqué parce qu'on ramène un langage qui est TI, alors que les technologies d'opération ont un langage qui est complètement différent. Donc ce que je recommande fortement ici, c'est d'adapter le discours. Plutôt que de parler des risques de sécurité, de manière générale, par exemple, attaque par déni de service, attaque par ransomware ou brute force, on va attendre. Je recommande fortement de commencer à parler en termes de disponibilité. Par exemple, on a une intrusion dans le réseau, le pirate prend le contrôle du réseau. Si on n'applique pas les règles de sécurité, l'impact, ça pourrait être l'arrêt de la ligne de production pendant une période de 3 jours, de une semaine. Ça, c'est pas acceptable. Donc, il faut, pour avoir l'adhésion des équipes d'opération, il faut ramener les discours dans le test, de telle sorte qu'ils comprennent que ben, c'est un avantage pour eux de collaborer avec la sécurité.
Donc, on va oublier tout ce qui est thème technique, cybersécurité, mais on va parler beaucoup plus de disponibilité du système, continuité de la production. Par exemple, si je tombe sur des vulnérabilités critiques dans votre réseau et puis que je veux les corriger, ben, d'opération pour eux, c'est attention, vous risquez d'impacter la disponibilité de ma production. Donc, je ne suis pas d'accord. Mais si vous le ramenez dans un sens où l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on va réduire les risques dans votre organisation de telle sorte que la continuité des opérations puisse être quelque chose qui se met en place, là, ça leur parle et puis là, ils vont vous écouter. Mais par contre, puisqu'ils ne veulent pas que le système s'arrête, il faut que vous arriviez toujours avec une logique de on va appliquer autour de vos systèmes des mesures qui vont permettre de réduire les risques. On va s'assurer de toujours respecter vos fenêtres de maintenance de telle sorte qu'il n'y ait pas de surprise en termes de renforcement de la sécurité. Puis, une fois que ça c'est bien compris et tout, en général, ils ont tendance à embarquer dans de la manière dont vous voulez mettre en place la sécurité de votre organisation parce qu'ils comprennent qu'au final, ben, l'objectif, c'est de permettre, eux, de pouvoir continuer à assurer les opérations. Puis, l'autre élément aussi que j'aime bien signaler aussi, c'est on va regarder sur le marché s'il y a des cas d'intrusion dans les autres organisations, puis que par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a telle compagnie manufacturière qui s'est fait hacker, et puis qu'il y a eu un cas de ransomware qui a fait que pendant 2 semaines ou une semaine, la compagnie n'a pas fonctionné. Ben, on va partir de ces informations-là, puis on va aller voir les responsables d'opération pour les dire, ben, il y a tel type d'attaque qui a eu lieu dans telle organisation, puis le même scénario, on est dans la même configuration. Si on ne fait rien, ben, on pourra avoir des problèmes, et puis ça peut nous impacter pendant 1 ou 2 semaines, puis ils réalisent que c'est peut-être pas acceptable. Puis ça vous permet quelque part d'arriver avec des mesures de renforcement de la sécurité de telle sorte que tout ça, ça soit fait de manière correcte. Donc ici, quand on faut, c'est très délicat là en termes en termes de OT là, c'est très délicat en termes de protection, de surveillance de la sécurité et tout. Donc l'une des règles de base qu'on va appliquer ici il y a quelques années, c'était le air gap. Air gap, on isole complètement les réseaux OT des réseaux TI, puis les systèmes ne se parlent pas. Puis comme ça, on a l'assurance qu'il n'y a aucune attaque qui peut se propager des TI vers les OT. La réalité est complètement différente d'aujourd'hui. Et Roger en a parlé, on parle d'industrie 4.0. Aujourd'hui, l'interconnexion, c'est une réalité, il faut vivre avec. Donc, dans ce genre de contexte-là, puisqu'on sait qu'aussi, il pourrait y avoir souvent des vulnérabilités qu'on ne peut pas corriger, donc la clé ici, c'est de mettre en place la partie segmentation du réseau, identifier les risques aussi qui sont liés d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue cybersécurité, isoler le réseau dans des segments réseau spécifiques, puis de s'assurer que même s'il arrive que une personne arrive à prendre le contrôle de votre réseau, ça devient difficile pour elle d'escalader son attaque, par exemple, au reste du réseau. Par exemple, vous avez le réseau OT, vous définissez peut-être une règle qui est du réseau IT vers le réseau OT, voici les protocoles ou les services qui sont autorisés et tout le reste sont bloqués. Donc, ceci va faire en sorte que même s'il arrive que vous avez un attaquant qui rentre dans le réseau, ben, la possibilité pour lui de propager son attaque va être très, très limitée. Et aussi, la mise en place des règles en termes de renforcement de la sécurité, il faut que ça soit fait de manière graduelle. On a, par exemple, notre centre de surveillance à distance de la sécurité. Lorsqu'on tombe sur des vulnérabilités de sécurité qui sont critiques au niveau TI, le premier réflexe, c'est de dire, vous avez 48 heures pour patcher. Ça marche. Mais quand c'est des OT, on ne peut pas arriver avec la même règle. Ce qu'on va dire, c'est quoi votre prochaine fenêtre de maintenance? Puis on profite de la fenêtre de maintenance pour appliquer la règle. Donc l'urgence, même si c'est une vulnérabilité qui est urgente, les délais de mise en œuvre, ce n'est pas réaliste de pouvoir les appliquer de manière immédiate. Donc on va avoir tendance à tenir compte de ça, puis de donner, s'assurer de nous connecter avec les fenêtres de maintenance. Mais pendant cette période de flottement où le réseau reste quand même à risque, on va mettre en place des mesures compensatoires autour du réseau. Ça, par exemple, lorsque le système en question se fait attaquer, ben, on prend action très rapidement là-dessus. On peut créer des règles de firewall supplémentaires pour limiter qui a le droit d'accéder aux équipements en question sans qu'on soit obligé d'aller intervenir directement là-dessus. Et les patchs, c'est encore, c'est si on peut l'appliquer. Si, Parce que, absolument. parce qu'il y a des systèmes qu'on peut juste pas. Ouais, Fait que absolument. la prochaine fenêtre, c'est dans 25 ans quand on va changer la machine. Ça, ça peut être ça aussi. Donc, il faut vivre avec. Donc, pour tout ce qui est accès à distance, on va partir du principe qu'il faut l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur est très, très important parce que quand je prends, par exemple, au cours de l'année dernière, même jusque-là et tout, quand on regarde dans les cas de ransomware dans les compagnies, dans 90% des cas, ça commence toujours par des accès à distance, puis c'est Mhm. le MFA qui n'est pas en place. Donc, le fait de mettre déjà en place l'authentification multifacteur va réduire de manière forte la possibilité que vous vous fassiez pirater. Donc, aussi,
en termes d'accès à distance, même si vous permettez des accès à distance via MFA, la bonne pratique veut aussi que vous ne laissez jamais les accès à distance persistants pendant de longues périodes dans votre organisation. J'ai déjà vu dans une compagnie, ce n'était pas dans le manufacturier, mais dans le domaine du commerce en détail, une connexion persistante VPN qui roulait pendant des mois et des mois. Puis malheureusement, la machine d'un utilisateur a été compromise à distance et puis c'est de là que le piratage a eu lieu dans l'organisation. Le pirate a juste escaladé son attaque tout simplement parce que la connexion VPN était persistante. Donc, ce qu'on recommande fortement ici, c'est que même si l'utilisateur se connectait à MFA, on va forcer l'arrêt de sa connexion après 12 heures ou après 24 heures, de telle sorte que, après cette période d'inactivité, là-haut, cette période-là, il soit obligé de se réauthentifier à nouveau pour entrer dans les réseaux. Ça, c'est approprié, d'autant plus qu'on est quand même dans un domaine manufacturier, puis l'accès non autorisé à certains systèmes qui sont très critiques, très sensibles, peut avoir des impacts qui sont très, très importants. Donc, on va toujours couper la connexion. J'ajouterais une petite chose là-dedans. Idéalement, si on est capable de mettre un jump box. Ouais, ce Donc, serait génial. c'est ce qui va amener une petite coche de plus là, au niveau de la connectivité. Et aussi, en termes de détection, il faut réaliser que les outils de détection d'intrusion qu'on trouve sur le marché ou des détecteurs de cyberattaques sont la plupart du temps créés pour IP1, IPv4, IPv6. Mais dans les domaines industriels, on parle de deux types de protocoles. Modbus, CAN-bus, 1000 STD 1553, c'est deux protocoles qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, dans le choix des technologies, il faut en tenir compte. Il faut vérifier est-ce que le type de technologie que vous avez, les protocoles de communication que vous avez, est-ce qu'ils sont pris en compte dans les périmètres de ces différents outils-là ou pas? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une bonne idée. L'autre chose aussi, quand on regarde l'évolution des cyberattaques, j'imagine que vous avez entendu parler au cours des derniers jours, on parle beaucoup de Claude Mythos, où globalement, on s'est rendu compte, on vient de se rendre compte que les outils d'AI sont capables tout seuls de pouvoir rouler des scans de vulnérabilité, puis découvrir des vulnérabilités sur des systèmes qui sont anciens, par exemple des systèmes qui sont en production depuis, on va dire, 10, 20 ans, sur lesquels les outils classiques de cybersécurité n'arrivaient pas à identifier les vulnérabilités. Avec l'AI, ça commence à devenir possible de pouvoir le détecter. Puis ça inquiète la communauté cyber aujourd'hui. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va arriver on va voir arriver dans les mois et les années à venir? Ça va être des AI autonomes qui vont être capables de tenter de trouver des failles dans les systèmes tout seuls, de les exploiter pour prendre le contrôle des réseaux. Donc, ce n'est plus réaliste aujourd'hui d'utiliser des outils qui vont s'appuyer sur des signatures pour faire de la détection. On rentre dans un contexte qui est basé sur l'anomalie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être capable de pouvoir déterminer c'est quoi l'usage ou le comportement normal de votre réseau, puis de détecter les variantes qui sont les signes d'attaque. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça aujourd'hui, vous allez finir par vous faire hacker. Donc, très important d'en tenir compte. Puis en matière de surveillance aussi, dans la partie IT, on peut se permettre de faire une surveillance active. On détecte, on bloque, mais dans la partie OT, on va faire de la surveillance passive. On trouve des vulnérabilités, on voit est-ce que c'est corrigeable ou pas. Si ce n'est pas corrigeable, mais ça fait partie de la réalité. Donc, on passe à autre chose. Donc, en termes de surveillance de la sécurité des réseaux, dans un contexte mixte et tout, il y a des gros challenges, hein. Je le disais tout à l'heure, la plupart des experts en cybersécurité aujourd'hui sont spécialisés en sécurité TI. Ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne au niveau IT, au niveau OT plutôt. Donc, lorsque vous voulez qu'il y ait des gens qui surveillent votre organisation et qui ne savent pas exactement comment fonctionnent les équipements OT, ben, ça peut créer des écarts en termes de surveillance et en termes de prise d'action. Donc, ça fait aujourd'hui qu'en termes de surveillance 24 heures sur 24, du réseau, d'un contexte mixte et tout, il y a des gros défis là-dessus. Donc, l'idée ici, c'est d'apporter, de faire en sorte que les équipes qui surveillent la sécurité acquièrent aussi de l'expérience, ne serait-ce que de comprendre c'est quoi la dynamique de ce type d'environnement, quelles sont les problématiques qu'on va les rencontrer, de telle sorte que leurs actions, leurs recommandations en termes de prise d'action ne soient pas de manière immédiate, de dire, ben, tiens, on va isoler la composante, mais c'est de dire, ben, tiens, c'est un environnement sur lequel on ne pourra peut-être pas prendre d'action. Donc, par conséquent, ben, allons regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme des mesures en amont ou en termes de surveillance, détecter de manière passive, arriver avec des recommandations, mais sans prendre d'action qui peut nuire, par exemple, à la disponibilité du réseau. Donc, très important que les équipes TI ou les équipes de cybersécurité quand même soient immergées, on va dire, au niveau des OT, ne serait-ce que pour leur montrer comment ça fonctionne, c'est quoi les différentes contraintes des environnements. Je vois souvent des équipes de cybersécurité qui me disent, on voit des équipements qui clignotent dans l'usine. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on ne le touche pas. Donc, Des c'est belles toujours lumières. mieux de le savoir. Puis, évidemment, quand il y a un contexte aussi, un cas d'incident ici, on s'attend à ce qu'il y ait de la collaboration entre les différentes équipes.
Ça va être très important en termes de coordination. Donc, en termes d'incidents, les, c'est- les incidents au niveau des TO sont très difficiles à gérer, hein. Les TI, c'est bien maîtrisé sur le marché, c'est mature depuis des années. Mais là, le gros challenge, c'est les décisions de confinement. Quand il y a un incident, la première étape, c'est qu'est-ce que je mets en place comme moyen pour éviter que l'incident se propage. Au niveau TI, c'est facile. Au pire des cas, je coupe Internet. Puis j'arrête tout. Le réseau n'est plus accessible et puis mon réseau est confiné. Mais au niveau OT, ben, il y a un incident, je veux le confiner, mais je ne veux pas que le système de production s'arrête. Je ne peux pas arrêter l'électricité, je ne peux pas tout arrêter parce qu'il va y avoir des impacts majeurs. Donc, dans ce genre de contexte-là, idéalement, ce qu'on va faire, c'est qu'en amont, il va y avoir une rencontre entre l'équipe de cybersécurité et les opérations. On va déterminer, par exemple, qu'est-ce qui est considéré comme étant des éléments qu'on peut arrêter, versus qu'est-ce qui est considéré comme étant des éléments qu'on ne peut pas arrêter dans l'organisation. Puis, on s'entend là-dessus, de telle sorte que lorsqu'il y a un incident qui se produit, ben, puisqu'on sait que tel équipement ne doit pas être touché, ça nous permet rapidement, en termes de confinement, d'isoler certaines parties et de considérer que certaines parties ne pourraient pas être arrêtées, que ça fait partie de la réalité. Donc, si ça, c'est pas mis en place, de manière naturelle, malheureusement, on va avoir tendance à appliquer une règle de firewall au niveau global pour bloquer l'accès au réseau et puis ça va avoir un gros impact sur la partie production. Donc, aussi, en termes de correction, ça peut être lors d'un incident, on tombe sur des vulnérabilités, on apporte la correction au niveau TI, mais au niveau OT, ben, il faut attendre la prochaine fenêtre de maintenance. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Alors que pour l'incident, on doit confiner, s'assurer que le confinement est fait à 100%. On passe ensuite à la phase d'éradication, puis recouvrement et un retour de production. Donc, ce n'est pas la même logique et puis c'est très important de s'adapter pour ne pas avoir juste une seule méthode qui s'applique aux deux et puis que finalement, ça devienne un échec. Donc, en termes de sécurité, ce que je recommande fortement, c'est d'avoir un plan de réponse aux incidents. La notion de plan de réponse aux incidents est très, très importante parce que souvent, on voit des équipes de cybersécurité ou IT qui disent, oui, on a déjà le plan dans la tête, en cas de besoin, on sait quoi faire. Quand vous allez avoir un gros cas d'incident, personne ne va se souvenir de quelle était la première ligne ou la dernière ligne du plan de réponse aux incidents qui est dans la tête. Il faut le Laisse en bac, documenter. là. Hmm. Absolument. Il faut le documenter. Puis, une fois qu'il est documenté, on va définir clairement quels sont les rôles et responsabilités de chacune personne. Il faut ensuite faire le test du plan de réponse aux incidents. Il faut le tester. Le cas idéal, vous le testez tellement de fois que vous avez un sentiment de déjà-vu. De telle sorte que le jour que le problème arrive, vous êtes déjà prêt. Sinon, ça va être la panique. Alors qu'en cas de gestion d'incident, la panique, c'est jamais un bon allié. Donc, on va créer des scénarios qui sont mixtes puis qui intègre la partie haute et la partie IT. On fait des simulations, on détermine qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que la communication est bien faite, est-ce que la manière de gérer l'incident, tenant compte des deux aspects, est cohérente. Puis, on s'assure, s'il y a des choses à corriger, on réajuste le process, on s'entraîne une autre fois pour être sûr qu'en cas de besoin, on va être capable de pouvoir fonctionner de manière efficace et rapide aussi. Puis aussi, on va identifier les systèmes qu'on ne peut pas toucher, très important, puis les systèmes qu'on peut sacrifier aussi. On peut avoir certains équipements où les opérations nous disent, ben, OK, si celui-là, on l'arrête, l'impact est mineur, donc par conséquent, vous pouvez prendre action là-dessus versus celle-là, on ne la touche pas. Et ça apporte au niveau, tu sais, au début, quand j'ai mentionné les systèmes TI, TO, la gouvernance, c'est là que tu vas te retrouver. Justement, faut que tu aies la gouvernance pour faire ta convergence. Puis, tu l'as très bien expliqué, Karim, tu sais, la responsabilité est partagée entre les TI et les TO. Il doit y avoir une collaboration entre les deux. La réaction, les plans de réponse aux incidents sont différents. Les- Puis les équipes doivent travailler ensemble pour ça. Donc, les TI, les TO pour la gouvernance. Puis la gouvernance, ça vient toujours du board. Donc, il faut qu'en haut, ce soit le sponsor vienne d'en haut et non juste les TI. Ou juste, il faut vraiment que ça vienne d'en haut pour être capable de stimuler tout le monde à embarquer. Que le but principal, c'est justement que c'est pour la business qu'on fait ça. Les décisions de risque, tu en as parlé, tu sais, les deux côtés, c'est totalement différent. C'est pas juste technique. Et comme tu sais, une décision, OK, oui, je suis attaqué du côté Théo, je ne peux pas arrêter la machine. C'est même pas technique, là, c'est opérationnel, c'est d'autres choses, c'est complètement différent. Euh, Tu en as parlé, les responsabilités. Donc, le chemin d'escalade, ça fait partie de ton plan de réponse aux incidents. C'est la gouvernance, la responsabilité, fait toute partie du plan de réponse aux incidents en tant que tel. Puis sur le terrain, on envoie dessus des choses. On envoie dessus des choses intéressantes quand on arrive dans les réseaux chez les clients. Euh,
De mon côté, tu sais, comme je l'ai parlé tantôt, beaucoup de trafic que je vois sur le réseau là, qui est en clear text, parce que c'est de la vieille machinerie, c'est pas pensé. Les IIoT, les sensors, tu sais, les fabricants de ça achètent ça sur Alibaba à coup de 1000 de la shot. T'as aucune idée qu'est-ce qui est sur le board, qu'est-ce qui roule là-dessus. Il y a beaucoup de risques qui viennent de ce côté-là. Puis c'est pas les bons outils. Tu nous as parlé tantôt, tu sais, les protocoles qu'on a du côté industriel, c'est pas tous les outils qui vont nous permettre de comprendre et de voir ça, là. Il faut avoir les bons outils. Puis les décisions, encore une fois, tu sais, les décisions des outils à mettre en place doivent adresser les deux côtés. Je parlais d'un jump box tantôt. Bon, le jump box, il faut qu'il soit installé, mais en même temps, il faut qu'il soit installé à la bonne place. Puis ça prend une collaboration du côté opération. Parce que là, tu les imposes une nouvelle façon de travailler. Fait que si tu fais juste dire, je mets ça là, puis vis avec ça, ça ne marchera pas fort. L'accessibilité ne sera pas là, ça ne marchera juste pas. C'est un travail commun. Et pour rajouter un petit point là-dessus, souvent des choses que j'observe, c'est que il y a le schéma global du réseau OT qui est défini, puis il y a la réalité. Donc, on a un beau schéma qui a été créé il y a peut-être 5, 10 ans, sinon il a été mis à jour l'année dernière. Mais la réalité, c'est que quand on commence à découvrir les équipements, comment ils sont interconnectés, on se rend compte qu'il y a une différence. Alors que les équipes internes ont l'habitude ou ont tendance à s'appuyer sur le schéma qui a été créé. Puis si vous appliquez cette logique, il se peut que vous ayez des équipements qui sont accessibles sur Internet, qui sont exposés sur Internet, qui sont même dans un autre segment réseau, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. L'inconvénient de cette approche, c'est que vous pouvez avoir l'illusion derrière que tout ce que vous avez mis en place est fait de manière sécuritaire, alors que la réalité est différente. Donc, il est très important, de manière régulière, de faire cette validation, d'aller chercher l'idée globale de comment vos systèmes sont interconnectés, puis de le mapper, de valider qu'il est sécuritaire pour éviter d'avoir des surprises. Ouais. Ce que je vois beaucoup du côté, en fait, ça fait longtemps qu'on parle de Shadow IT au niveau des TI, mais du Shadow IT, c'est pire en outil. C'est juste de ça. Les gens d'opération s'installent des affaires pour faire affaire avec les affaires sans parler à personne. Fait que comme tu dis, tu découvres tellement de choses. C'est impressionnant. Donc, quand on travaille ensemble au niveau des TI, ben, tu sais, ce que je vous montrais au début, ce qu'on voyait comme diagramme initialement, parce que hey, ce serait le fun si j'étais capable d'optimiser mes processus, j'étais capable d'avoir une visibilité réelle, si j'étais capable de contrôler mes maintenances, d'avoir une prévisibilité, d'avoir tout ça. Ben, si on travaille ensemble, c'est pas mal ça qu'on va réussir à réaliser. Tu sais, l'idée, c'est on a de la bonne, les performances vont être supérieures, ben, j'ai une visibilité. Les décisions pas mal plus faciles. Donc, tous les processus qu'on veut réaliser quand les deux équipes travaillent ensemble avec avec un même but, avec deux affaires qui sont différentes, deux systèmes distants, je pense une entreprise peut réussir à vraiment être supérieure, puis ça devient un avantage compétitif dans le marché quand les entreprises mettent ça en place. Merci beaucoup, Roger et Karim, pour ça. Peut-être en termes de clôture ici, réitérer la dernière slide ici, c'est que la sécurité TITO, c'est pas un produit, c'est un mode de fonctionnement qui permet de préserver les entreprises, s'assurer qu'il y a une continuité et se supporte sur la collaboration des diverses équipes là, qui font partie de cette entreprise. Nous avons quelques minutes, 5 minutes. Si, il y a des questions, je vous rappelle, il y a le Q&A, vous pouvez vos questions. Il y a des questions qui ont été posées précédemment ici. Je vais les lire, Karim ou Roger, s'il vous plaît. Prenez le flambeau si vous vous sentez confortable à répondre à ces questions. La première question est la suivante. Il y a une compagnie qui a fait un scan de vulnérabilité et l'entreprise a identifié plusieurs vulnérabilités critiques dans son environnement OT. Évidemment, ce sont des vieux systèmes et les opérateurs sont hésitants à les corriger. Qu'est-ce qu'est l'approche recommandée?
on fait rien, on fait quelque chose, on fait l'entour. Comment on procède? Il n'y a Ben rien moi, qui je dirais manque. surtout, on ne touche à rien, on ne patche pas. Ce qu'on doit appliquer dans cette logique-là et tout, c'est, on parlait tout à l'heure de IEC 64 62443. La bonne pratique ici à mettre en place, c'est de créer de la segmentation, isoler les composantes en question, si c'est possible, mais s'assurer quelque part de ne pas appliquer des patchs parce que l'application des patchs dans ces différents types d'équipements peut avoir un impact sur, on va dire, le fonctionnement global des applications. Donc, on vérifie, chaque fois que c'est possible, on le fait. Si c'est pas possible, mais le premier réflexe ne devrait pas être de vouloir systématiquement corriger les vulnérabilités en question. Effectivement, on va travailler alentour. Merci. Une autre question. Quelles méthodes utilisez-vous pour identifier les risques de sécurité dans les environnements OT? Donc, en fait, il y a sur le marché, on a ce qu'on appelle des scanners de vulnérabilité, hein. Il y a des scanners de vulnérabilité qui sont créés pour les environnements IT, puis il y a certains qui sont faits pour les environnements OT. Donc, ceux de l'environnement IT sont très, très connus sur le marché, mais ils ne sont pas spécialisés pour les OT. C'est pour ça que lorsque vous voulez découvrir les vulnérabilités dans votre environnement OT, assurez-vous de toujours utiliser une technologie qui est créée pour les environnements OT. Donc, ça, c'est très important parce que souvent, lorsqu'on fait la découverte, il pourrait arriver qu'il y ait des requêtes qui y vont de manière active, hein, alors que idéalement, dans le contexte des OT, on aimerait faire la découverte passive de vulnérabilité sans interagir avec les équipements. Parce que lors de la découverte de vulnérabilité, quand c'est fait de manière active, il se peut qu'un équipement crache tout simplement parce que la vulnérabilité, il a cette vulnérabilité. Donc, on va utiliser des outils qui sont passifs, mais des outils de scan de vulnérabilité. On va parler d'Armis, on va parler de Nozomi qui sont des outils, par exemple, qui sont créés pour ce type d'environnement-là. Il y a une des choses que je rajouterais, parce que tu vas avoir le risque aussi de, si on y va un petit peu plus haut niveau, de comprendre qui parle à qui. Donc, les communications qui partent du côté industriel, qui s'en vont du côté TI ou du Internet, de comprendre cette communication-là va permettre aussi d'établir un certain niveau de risque aussi. Et encore plus loin, ben là, c'est de regarder l'architecture. Qu'est-ce qu'on peut faire comme, tu sais, Karim a parlé de la ségrégation, des différents éléments, des blocs, de se rapprocher du 6.2.4.4.3 en y allant avec différentes composantes sans tout changer. Ah, merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé des problèmes ou des challenges que les compagnies font face. Avez-vous rencontré des cas où les compagnies faisaient une bonne gestion de la convergence des TI-TO et qu'est-ce que ça avait de l'air? Hmm, j'y pense, hein. Oui. En fait, moi, j'en ai vu, hein, il y a des exceptions, on va dire, hein. Donc, les cas où, par exemple, des compagnies ont des obligations réglementaires, notamment des compagnies en Europe où ils sont plus avancés que nous, quand même, en termes de renforcement de la sécurité, où la norme USC 62443 fait partie des pratiques qui sont pratiquement obligatoires. Dans ce type de contexte-là, on va avoir une cybersécurité qui est faite de manière efficace. Donc, dans le scénario que j'ai vu qui fonctionnait très bien, il y avait une équipe de cybersécurité qui était à la base une équipe de TI, qui avait eu le temps d'apprivoiser le TI, mais ils ont eu un projet de mise en conformité de la partie OT. Donc, ils sont arrivés avec un deuxième cadre de gouvernance. Ça suppose que dans la même compagnie, on a deux cadres de gouvernance, un pour l'environnement TI qui est mature, puis un autre pour les environnements d'opération qui concernent les gens d'opération. Puis ensuite, ils ont créé un plan sur plusieurs années avec des priorités priorité 1, première année, qu'est-ce qu'on fait, deuxième année, qu'est-ce qu'on fait, de telle sorte que tout ça, ça soit fait de manière cohérente. Mais c'est parti d'une obligation contractuelle. Ça n'a pas été une initiative en interne parce que malheureusement, quand c'est en interne, souvent c'est difficile de convaincre la haute direction qu'il faut investir dans la partie sécurité de OT. Je n'ai vu une, tu me fais penser, une compagnie qui avait parti une nouvelle usine. Donc, il y avait déjà plusieurs usines, ils ont parti une nouvelle usine. Puis dans la nouvelle usine, ils l'ont bâti en Purdue. C'est le modèle Purdue. Donc, tu avais tous les layers de sécurisation. Il manquait quelques blocs de sécurité, mais le pire était fait. Une fois que tu as fait ta ségrégation à partir du layer 0 jusqu'au 5, tu as déjà le pire est fait parce que tu as un réseau existant, un réseau Schneider existant de le ségréguer, bonne chance. C'est difficile.
Et merci bien, Karim et Roger. Merci à tous et à toutes de vous être joindre à nous aujourd'hui. Il est déjà midi. Comme je l'ai mentionné, nous allons repartager le webinaire, l'enregistrement du webinaire d'ici quelques jours. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Là.